J'avais prévu de faire cette critique, mais pas exactement en disant ce que je vais dire maintenant concernant ce film. Vu que Mortal Kombat est une de mes licences préférées, il était quelque part évident que j'étais hypé pour ce reboot. Et si je retiens une chose aujourd'hui, c'est qu'il faut que j'arrête d'être hypé pour les projets produits par Warner, même s'ils ont l'air très stylés dans les trailers. Mortal Kombat version 2021, on va dire, est donc un reboot de l'univers Mortal Kombat au cinéma, vu qu'il y a déjà eu 2 adaptations sur l'écran large, sans parler des films et des séries animées, le dernier en date étant Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, sorti en avril 2020. Les 2 adaptations au cinéma existantes sont donc sorties en 95 et en 97, le premier intitulé simplement Mortal Kombat, réalisé par Paul W.S. Anderson, connu pour ses chefs-d'œuvre, et le deuxième Mortal Kombat Annihilation, réalisé par John R. Leonetti, connu pour avoir réalisé et travaillé sur de nombreux films d'horreur. D'ailleurs, aucun des 2 films ne vole bien haut. On oublie d'ailleurs souvent, mais il y a aussi eu 2 séries live-action adaptées des jeux. La première, Mortal Kombat Conquest, diffusée de 98 à 99, une série télé qui est, d'après ce que j'ai vu, plutôt mauvaise, et une web-série intitulée Mortal Kombat Legacy, qui était plus ou moins la suite du court-métrage fan-film Mortal Kombat Rebirth, réalisé tous les 2 par Kevin Tancharoen. D'ailleurs, Midway Games et New Line Cinema ont refusé de produire cette série, mais Warner ont eux finalement accepté, et c'est apparemment cette web-série qui restait jusqu'à nos jours la meilleure adaptation live-action de Mortal Kombat. Ce qui est assez drôle quand on y réfléchit, vu qu'à la base ça partait juste d'un fan-film. La série est d'ailleurs toujours dispo sur YouTube, elle compte 2 saisons et une 3e était prévue, mais malheureusement il n'y a plus d'infos concernant cette 3e saison depuis 2013. Et vu que je suis sympa, je vous ai mis le lien vers la première saison en description. Je vous ai aussi mis en description quelques liens de vidéos de JDG et de Karim Debache concernant les premiers films, la série animée Mortal Kombat Protectors of the Realm et aussi la série télé Mortal Kombat Conquest si jamais vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, Warner avait apparemment confié en 2011 une adaptation au cinéma, cette fois-ci de Mortal Kombat, au réal de Mortal Kombat Legacy et Rebirth, projet qu'il a malheureusement quitté en 2013. Oui, c'est le même projet que le film dont on parle aujourd'hui. Suite à ça, James Wan a rejoint le projet en tant que producteur en 2015 et Simon McCoy en tant que réal en 2016, et c'est finalement en 2019 que le début de la pré-production du film a été annoncé. Bref, voilà un peu l'historique du film. Je vais pas m'éterniser sur les jeux, mais pour ceux qui sauraient pas, ce film, comme tous les autres évoqués, ont été adaptés des célèbres jeux de combat Mortal Kombat, créé par Ed Boon et John Tobias, dont le premier opus est sorti en 92 sur arcade, et dont le dernier opus en date est Mortal Kombat 11, sorti en 2019. Bon, sans plus tarder, du coup, je vous propose d'attaquer directement la partie no spoil pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. First learned about this 7 years ago. On a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. The target had superhuman abilities. Bon alors, Mortal Kombat, réalisé par Simon McCoy, connu pour rien du tout vu que c'est son premier film, qu'est-ce que ça vaut ? Le film tourne autour d'un nouveau personnage qui n'est pour l'instant pas encore apparu dans les jeux, Cole Young, qui sera du coup notre personnage principal, mais on verra évidemment les persos issus des jeux, tels que Scorpion, Sub-Zero ou Raiden, pour ne citer que les plus connus. D'ailleurs, le casting est plutôt bien réussi pour le coup à mon avis, même si c'est quelque chose que je m'étais déjà dit en voyant les trailers. Et là par contre, j'aimerais directement évoquer un problème de ce film, vu qu'on est déjà sur les persos. C'est quelque chose que je redoutais déjà en voyant les bandes annonces. Ce film présente beaucoup trop de personnages par rapport à sa durée, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui deviennent juste des sortes de PNJ finalement. Au mieux, ils ont quelques trucs qui les caractérisent et le strict minimum est fait pour les présenter. Au pire, ils ont quelques, voire pas du tout de répliques et ils ne sont pas du tout introduits. Honnêtement, si vous n'avez pas joué au jeu Mortal Kombat, le film vous lâche complètement au niveau des persos et de l'univers, vu que même les persos les plus importants sont à peine introduits. Et là où le fan du jeu saura déjà qui est qui, et que représente tel lieu ou tel personnage dans l'univers de Mortal Kombat, le spectateur lambda qui n'a pas joué au jeu, lui sera complètement perdu par rapport à certains personnages et à certains éléments de l'univers, vu qu'il ne connaît que ce qui a été dit dans le film. Sinon, les costumes sont plutôt réussis, les effets spéciaux sont plutôt propres aussi, et ce qui est le plus important de souligner à mon avis, les combats sont bien réalisés pour la plupart,
à part quand le montage rend certaines scènes un peu chaotiques, voire complètement incompréhensibles, mais c'est vraiment que à quelques moments du film. Comme promis, les fatalities sont là, et globalement le contrat d'adapter les combats et les éléments de gameplay du jeu est rempli. En revanche, au niveau de l'histoire, attendez-vous à un truc simple, et pourtant pleine d'incohérences et de facilité scénaristique, avec surtout un élément qui casse mais complètement le scénario du film. Le scénario est simpliste et pourtant expédié super rapidement, ce qui fait que tout est rushé et seulement survolé, là où il aurait fallu peut-être creuser plus et passer plus de temps pour rendre certains événements plus logiques, montrer la difficulté de certaines situations, ou justement mieux présenter les personnages et l'univers. Il y a aussi certains changements par rapport à l'univers qui ont été faits par rapport au jeu. J'y reviendrai plus dans la partie spoil, mais ça pose vraiment problème quand on réfléchit plus à pourquoi ces changements ont vraiment été apportés. À part ça, je tiens à souligner que Mortal Kombat est comme à peu près tous les films sortis par Warner sur HBO Max en parallèle des salles ouvertes, avant tout appréciable dans nos chères salles de ciné fermées depuis 6 mois. Le regarder sur un écran de PC, sur une télé ou autre chose n'est pas du tout adapté à ce film. Si vous voulez vraiment apprécier ce film visuellement, allez le voir en salle à la réouverture. Sans spoil, je conclurai par dire que je peux recommander ce film uniquement aux fans de Mortal Kombat qui connaissent déjà plus ou moins l'univers, et encore une fois, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. Pour ceux qui recherchent juste un bon film d'action ou d'arts martiaux, sans connaître pour le moment l'univers MK, je dirais que si le fait que le scénario est plein d'incohérences et de facilité scénaristique et que vous apprendrez peu de l'univers et des personnages vu le manque d'introduction de ceux-ci ne vous dérange pas, allez-y éventuellement, mais si ces plusieurs points négatifs évoqués vous dérangent, et passez votre chemin sans hésitation. Bon, sans plus tarder, on va attaquer la partie spoil pour pouvoir aborder certains points plus en détail. I am Sub-Zero. Avant toute chose, je précise également qu'il y aura probablement des spoilers concernant l'histoire du dernier jeu en date, Mortal Kombat 11, vu que sur certains points je suis obligé de l'évoquer par rapport à l'histoire du film. Alors je vais commencer par un truc tout con. Pour rappel, le Mortal Kombat, c'est un tournoi où les différents royaumes de l'univers s'affrontent, et si un royaume bat un autre royaume 10 fois de suite au Mortal Kombat, dans ce cas-là, il a le droit d'envahir le royaume en question et d'en prendre la possession, ainsi que de le faire fusionner avec son propre royaume. Le tournoi Mortal Kombat tel quel est absent du film. C'est de loin pas le plus gros problème de ce film, mais pour un premier film, vu qu'apparemment ils veulent faire plusieurs opus, ça aurait été à mon avis pas mal de montrer justement le Mortal Kombat en tant qu'introduction. Alors le problème principal de l'histoire de ce film, c'est cette réplique. Lord Raiden, can you send anyone anywhere? Je veux dire, je n'ai même pas besoin d'expliquer plus pourquoi cette réplique casse complètement le scénario du film. Le film vient littéralement d'affirmer que Raiden peut téléporter n'importe qui, n'importe où. Réfléchissez à la facilité scénaristique monumentale que ce truc est, et aussi au nombre d'incohérences que ça crée du coup dans le scénario. À commencer par le début du film, où Kano, Sonya et Cole cherchent le temple de Raiden pendant environ 4 minutes de temps à l'écran, puis ils sont rejoints par Liu Kang qui les mène au temple. Sachant que Raiden savait que Cole allait venir, pourquoi il ne les a pas juste téléportés? Surtout quand ils sont rejoints par Liu Kang qui foutait je sais pas quoi dans la direction opposée au temple. Vous avez littéralement mis en place un personnage qui est pratiquement tout puissant d'un certain point de vue dans cet univers. Deuxième problème avec Raiden, c'est cette réplique. Lord Raiden, why couldn't you save him? The gods are forbidden from engaging in one realm's war against another. It is my job to protect Earthrealm, but I cannot save every soul within it. Alors, pas le droit d'interférer avec les conflits, mais par contre, mettre des barrières, téléporter des gens, et donner à Cole le kunai de son père qui le rendra de très loin un des persos les plus puissants de cet univers, ça y a pas de problème. Visiblement, c'est pas considéré comme interférer avec les conflits de ce monde. Sinon, à part ça, du coup, les deux changements principaux par rapport à l'œuvre originale sont, de 1, qu'ils ont mis en place ce truc autour de la marque du dragon,
Donc, pour rappel, normalement dans l'histoire des jeux, chaque royaume choisissait ses champions considérés comme leurs meilleurs combattants pour se battre dans le Mortal Kombat et représenter ainsi leur royaume. Comme j'ai dit en partie no spoil, c'est seulement si le royaume en question triomphe 10 fois d'affilée au Mortal Kombat contre le royaume adverse qu'ils ont le droit de faire fusionner leur royaume avec celui de l'adversaire et d'en prendre le contrôle. Du coup, dans le film, ils ont dit fuck this shit, I'm out. Et du coup, là, les royaumes ne choisissent plus leur champion, mais c'est plus un truc du style il est parfait, c'est l'élu. Vu que les champions sont ceux qui ont cette marque de dragon, soit depuis leur naissance, soit qu'ils ont obtenu en tuant quelqu'un qui avait lui-même cette marque de dragon. Je crois que je viens de perdre les deux au fond qui sont venus en partie spoil sans avoir vu le film. Et lié à ça vient le deuxième changement majeur qui est le système des arcanas. Alors, qu'est-ce que les arcanas ? Ce sont plus ou moins des pouvoirs que les champions peuvent révéler en eux en s'entraînant beaucoup selon Liu Kang, mais en fait visiblement non, vu que Kano l'a juste obtenu en s'énervant et Jax en essayant de sauver Sonya, et Sonya instantanément parce que, je sais pas, là où Cole lui galère pendant tout le film pour l'obtenir. C'est parfaitement logique, je vois pas le problème. D'ailleurs, je veux bien que les arcanas soient des pouvoirs, mais avec Jax, c'est juste complètement con. Je veux dire, le mec, son arcana, c'est que ses prothèses de bras mécaniques qui marchaient à peine deviennent des prothèses cybernétiques ultra high-tech. Alors, je veux pas lancer de débat, mais là, à peu près, pour moi, c'est comme si Luke, dans Star Wars, il avait un sabre en bois, et que quand il apprend à maîtriser la force, ça transforme son sabre en bois en sabre laser. C'est le même niveau de connerie pour moi. Bref, c'est du c'est magique pur et dur à ce niveau-là, et quand on y réfléchit plus, ce système d'arcana est juste là pour pouvoir faire rentrer dans le film certains trucs qui seraient pas rentrés, parce qu'il aurait fallu plus de temps pour les introduire. Jax perd ses bras, donc au lieu de l'emmener chez Raiden, ils auraient dû l'emmener autre part pour qu'il se fasse implanter ses prothèses cybernétiques, mais du coup, vu qu'on n'a pas le temps, en faire un arcana, ça sera vachement plus simple, parce que ça prend moins de temps. Kano n'a même pas perdu son œil dans cette version. C'est juste son arcana qui fait qu'il peut tirer des lasers mais avec un seul œil. Et c'est toujours parfaitement logique. Parce que oui, pour rappel, Kano dans l'histoire originale avait une sorte d'œil bionique et c'est ça qui lui permettait de tirer des lasers. D'où le fait qu'il tire des lasers dans la version originale avec un seul œil. Et du coup là, ils se sont dit on va mettre un seul œil aussi parce que on va respecter la version originale mais pas trop en même temps, donc on va garder un œil, mais par contre pas d'œil bionique, du coup ça rend le truc complètement con, mais on insère un truc pour le justifier. Donc au final, ça va. Visiblement, ça aurait pris trop de temps dans le film qu'il se fasse arracher le visage, puis remplacer un œil. Du coup, c'est son arcana qui fait ça, et puis fuck. D'ailleurs, je comprends d'autant moins que l'occasion de lui arracher le visage était là. Du coup, au début du film, il se fait blesser le côté droit du visage parce qu'il semble être reptile. Pareil pour Sonya qui tire normalement des espèces de rayons d'énergie grâce à des armes qu'elle porte à ses poignets. Ici, c'est son arcana, du coup, qu'elle obtient littéralement 2 secondes après avoir vaincu Kano, et que du coup, elle obtient la marque du dragon qui appartenait à l'origine à Kano. Bref, les arcanas, c'est des facilités scénaristiques camouflées, rien de plus. Et surtout, dites-vous que, vu que ça a été mis en place dans ce film, ça voudrait dire que les prochains films devront rester cohérents tout en contenant ce truc. Sachant que ce premier film n'est déjà pas cohérent par rapport à ce qu'ils disent des arcanas tout au long du film, donc j'ose même pas imaginer la suite. Concernant les personnages, le gros problème, c'est que, comme je l'ai dit en partie no spoil, ce film veut introduire beaucoup trop de personnages en seulement 1h50. Si je compte bien, il y a 16 personnages si je compte que les combattants dans ce film. Même si on voudrait donner le même temps à l'écran à chaque personnage, ça ferait seulement à peu près 7 minutes par personnage de temps à l'écran. Ce n'est absolument pas censé d'introduire autant de personnages dans un seul film qui dure moins de 2 heures. Surtout quand on sait que beaucoup meurent. Bon après c'est Mortal Kombat, donc à tout moment ils peuvent se faire ressusciter. Et dans cet univers, heureusement, en tout cas dans les jeux, c'est pas fait d'une manière aussi conne que dans Wonder Woman 1984 avec Steve Trevor. Du coup, la conséquence d'introduire ces personnages, c'est que même le méchant principal, Shang Tsung, est à peine introduit. Et alors on parlera même pas de ces champions parce que eux, pour la plupart, ils ont 3 pauvres répliques pendant tout le film. Quant à Raiden, Liu Kang, Kung Lao et les autres champions du Royaume Terre, c'est devenu des persos secondaires, rien de plus. À peine, voire pas du tout introduits, qui servent au final plus le développement du personnage de Cole Young que le développement de leur propre personnage. Cole Young est du coup le descendant de Hanzo Hasashi, alias Scorpion, ce qui n'est absolument pas un plot twist ou quoi que ce soit, vu qu'on le comprend très rapidement après la scène d'intro.
et c'est lui qui sera le perso principal de ce film. Le paradoxe de ça d'ailleurs, c'est le fait que Liu Kang, qui était un des personnages principaux de la saga dans les jeux, devient complètement secondaire, et Ko Liang a, je dirais, certains traits de la personnalité de Liu Kang dans les jeux. Du coup, Liu Kang devient dans ce film un personnage complètement cliché, qui parle constamment de s'entraîner et qui sort des proverbes toutes les 5 minutes. L'histoire du coup est complètement rushée, vu que le film n'a qu'1h50 pour expédier tout ça. Du coup, Shang Tsung ne va pas attendre le Mortal Kombat, mais va directement attaquer le Royaume Terre pour tuer les champions, ce qui semble évidemment complètement logique quand le Mortal Kombat a lieu dans très peu de temps. Alors oui, il y a une prophétie qui dit que la descendance de Hanzo Hasashi, donc Ko Liang, va allier à nouveau les champions du Royaume Terre, et du coup c'est ça l'excuse pour justifier le fait que Shang Tsung attaque avant le Mortal Kombat. En fait, ce film, des fois, on dirait juste que les scénaristes sont assis, ont réfléchi à ce qui peut être mis de l'univers Mortal Kombat dans 1h50 de film, puis en ont eu strictement rien à foutre et ont écrit 2 fois plus que ce qui aurait pu rentrer dans les 1h50, et ensuite ont retiré la majorité du développement des personnages et de ce qui concerne leur origine, et ont placé des sortes de fil fast pass dans le scénario, comme ça, pour pouvoir accélérer les choses là où ça prendrait un peu trop longtemps, pour qu'on puisse faire rentrer tout ça dans 1h50. À part ça, sinon, côté réalisation, le film est plutôt bien réalisé, mais n'a rien d'exceptionnel non plus. Les combats sont très bien réalisés pour la plupart, et on a enfin des fatalities et des mécaniques de jeu bien adaptées. Les combats sont sanglants et violents comme on l'attend d'un film Mortal Kombat. Les effets spéciaux plutôt réussis contribuent également à ces combats, vu que c'est ce qui rend possible et réussit les pouvoirs de nos personnages, ainsi que tous ces effets plus gore les uns que les autres. Les costumes et le casting, quant à eux, arrivent très bien à transmettre les personnages sur le grand écran, malgré le mauvais développement et les trop nombreux personnages introduits. Si j'ai un seul reproche à faire à la réalisation, c'est au niveau du montage. Il y a certaines scènes qui sont montées très bizarrement, voire chaotiquement. Genre là, on peut penser que c'est Jax qui va se faire téléporter, vu que c'est lui qu'on voit. Mais en fait non, c'est Reiko, on le filme d'un sens. Puis on repasse sur Reiko de l'autre sens qui est maintenant de dos, donc c'est un jump cut en fait, vu qu'avant, sur le plan d'avant, il était encore de face. En plus ici, on a un jump cut vu que Jax là, il est en mouvement, mais là, il est statique. Puis là, on passe d'un plan italien à un plan épaule sur Reiko, donc c'est encore un jump cut en plus, vu que juste avant il était de dos, maintenant il est de face. En plus, juste ici, il y a un énorme fort raccord. Là, il y a cette espèce de chaudron avec une flamme. Et bam, sur le plan suivant, il y est plus. Maintenant, je vous repasse la scène sans arrêt sur image en vitesse normale. Give me Reiko. I got a score to settle. Hey, big boy! Bref, il y a des jump cuts partout dans cette scène, ça rend la scène assez chaotique quand même. Côté musique, la BO contient 24 titres, soit 1h19 de musique pour 1h50 de film, et est composée par Benjamin Wallfisch, qui a déjà composé de nombreuses BO de films, comme la BO des 2 chapitres du remake de Hit, ou encore celle du reboot de Hellboy ou de Hidden Figures, pour ne citer que les plus connus. Et non, la BO n'est pas de la techno non-stop. Alors oui, depuis le thème principal du film de 95, la techno est associée à Mortal Kombat parce que, je sais pas. Du coup, dans la plupart des adaptations, à partir de là, il y avait de la techno absolument partout. Ici, heureusement, ce n'est pas le cas. La BO contient en effet une recomposition plus dubstep que techno du fameux thème du film de 95, et ce thème revient souvent dans le film, mais en général ni dans sa version dubstep ni dans sa version techno, mais dans un style plus classique et orchestral, qui est plus adapté au reste de la BO et à l'ambiance du film. À part ça, la BO fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de très grosses différences entre les titres, à part quand Benjamin Wallfisch, comme à son habitude, vient ajouter du Soundwave ou des basses assez violentes sur certaines scènes de combat. Bref, personnellement, je pense que la BO fonctionne plutôt bien, même si je pense aussi que Benjamin Wallfisch a déjà fait des BO plus réussies que celle-ci.
Mortal Kombat s'en sort correctement, on va dire, avec un 6,2 sur 10 sur IMDb pour le moment, et un 55% de la part des critiques ainsi qu'un 86% de la part des spectateurs sur Rotten Tomatoes. Et pour une fois, je suis beaucoup plus d'accord avec les critiques que les spectateurs sur Rotten Tomatoes. Je ne comprends absolument pas comment ce film peut avoir une note de 86%. Les notes IMDb et celles des critiques de Rotten Tomatoes me paraissent beaucoup plus cohérentes. Pour conclure, je dirais que Mortal Kombat est une bonne adaptation dans la forme, mais malheureusement pas dans le fond. Des combats et des éléments du jeu bien adaptés, des persos bien représentés par les acteurs, les costumes et les effets spéciaux, mais une histoire très fortement simplifiée, pas dans le bon sens du terme, avec certaines choses changées par rapport au jeu pour accélérer les événements du film, qui est malheureusement trop court par rapport à ce qu'il a l'ambition de raconter et par rapport au nombre de personnages qu'il veut présenter. Les fans de Mortal Kombat pourront plus ou moins apprécier ce film, là où ceux qui découvrent cet univers à travers ce film seront confus par rapport à certains concepts et l'histoire globale de l'univers. Pour ces personnes, perso, je conseille de lire ou de regarder un résumé du lore de Mortal Kombat et d'essayer le dernier jeu en date, Mortal Kombat 11 et son mode histoire. 4 autres films sont prévus apparemment, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire de cet univers cinématographique, mais c'est juste le fan de Mortal Kombat en moi qui parle, et si je m'écoute, je me hype pas pour les prochains opus, s'ils arriveront vraiment dans nos salles un jour. J'aimerais surtout voir ce qu'ils vont faire de ce teasing de Johnny Cage à la fin. D'ailleurs, si jamais il y en a d'autres comme moi qui ont remarqué dès la première scène du film qui se passait dans les vestiaires qu'il y avait cette affiche Johnny Cage sur le côté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Malheureusement maintenant avec Warner, je pars du principe qu'il vaut mieux s'attendre à rien du tout et d'avoir une bonne surprise à la sortie que d'en attendre quelque chose et dans la plupart des cas être déçu à la sortie. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser votre avis par rapport au film dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi pour cette critique, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique sur Moonlight TV. Ciao.